Au cœur de la réflexion stratégique en entreprise, il y a une notion centrale, peut-être la plus basique, les compétences clés. Qu'est-ce qui est au centre de mon business, de la valeur unique de mon entreprise? Qu'est-ce que, si mon entreprise le perd, elle perd son savoir-faire essentiel, son identité? Et il y a une règle, tu ne sous-traites pas tes compétences clés. C'est une notion vraiment de débutant, de base, c'est le CP de la stratégie. Parce que sinon, on sera entre les mains de nos fournisseurs. Tôt ou tard, ils abuseront de la place que nous leur aurons donnée, tout simplement parce qu'ils agissent en fonction de leurs buts et de leurs besoins à eux. On va exporter cette notion de compétences clés à nous-mêmes. Quelles sont vos compétences clés d'être humain? Celles que vous devez nécessairement maîtriser vous-même, celles dont vous ne pouvez pas lâcher la responsabilité. On va définir 3 niveaux, par ordre d'importance. Le corps, les compétences sociales et professionnelles, l'âme. Je vais définir ça plus tard, l'âme, on va rester factuel. Alors d'abord le corps. C'est à la fois le plus explosif actuellement, mais celui qui m'intéresse le moins. Accrochez-vous, passez ce petit cap sans réaction excessive et on va passer vite là-dessus. Au cœur de cette merveille vivante qu'est votre corps, il y a une compétence essentielle, la santé, et au centre de tout ça, une fonction, l'immunité. À quel moment un être sain d'esprit peut-il se dire « Tiens, je vais sous-traiter mon immunité et celle de mes enfants dès le premier mois de leur vie à Pfizer ?» C'est le meilleur partenaire de confiance que j'ai trouvé. On parle de la 3e boîte au monde, la plus condamnée par la justice, pour leurs diverses escroqueries, mensonges, manipulations, malversations. 11 milliards de dollars rien qu'au XXIe siècle et rien que devant la justice américaine. Tiens, je vais confier mes données de santé à Microsoft. Trop bien, super affaire. Meilleur investissement sur l'avenir. Bon voilà, c'est tout. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers un fact-check de Libération sur les 11 milliards de condamnations de Pfizer et on n'en parle plus, ça vous regarde, et c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, les compétences sociales et professionnelles. Et là, on va parler de l'IA. Si tu savais faire du feu et qu'on te donne un briquet, tu sauras bientôt seulement utiliser un briquet. Si les phares de ta nouvelle voiture s'allument automatiquement et que tu roules à un moment donné sur une ancienne voiture, bon d'accord, une très ancienne voiture, où les phares ne s'allument pas automatiquement, il est loin d'être impossible que tu te retrouves à rouler une demi-heure en pleine nuit avant de t'apercevoir que tes phares sont éteints. C'est la question de ta compétence. Qui a la compétence? L'artisan ou l'outil? Prenons un forgeron. On lui donne un marteau. Super, il va beaucoup mieux travailler qu'avec la pierre. Mais s'il perd son marteau, il a sa compétence de forgeron, il se débrouillera pour travailler quand même. Prenons un agriculteur, on lui donne un tracteur, mais si le tracteur ne marche pas, il se débrouillera quand même pour faire pousser des légumes. Avec l'IA, on passe un cap essentiel, la compétence est dans l'outil. Pour le moment, on a encore les compétences parce qu'on les a apprises et entraînées. Donc on se sert de l'IA pour aller plus vite. Lorsque l'IA nous donne un résultat erroné, et c'est quand même assez souvent, on le voit et on reformule notre question. Mais combien de temps faudra-t-il pour qu'on n'ait plus la compétence? Pour qu'on se retrouve entièrement entre les mains de l'outil et donc des propriétaires de l'outil? Espérons que l'outil ne se trompe jamais. Et espérons que le propriétaire de l'outil n'abuse pas de son pouvoir. Mais sans même aller jusqu'à l'IA, c'est un glissement qui est déjà en cours avec la tech. On va prendre un exemple avec Waze. On prend l'habitude de lui dire où on va et il nous dit comment y aller. Là-dessus, l'évolution des législations fait que l'État impose à Waze d'intégrer dans son calcul de trajectoire des règles qu'on lui fixe, comme éviter tel ou tel type de rue ou de quartier, comme faire des arbitrages en fonction de la consommation ou d'autres critères qui visent à gérer la population. C'est invisible. Ça s'inclut progressivement dans un algorithme qui était évolutif. Alors que nous, notre manière de l'utiliser est stable. Et donc, on a juste l'habitude de suivre le tracé qu'on nous donne,
On ne sait plus vraiment lire une carte, on se repère même plus trop bien dans l'espace, on fait ce qu'on nous dit. Espérons que les objectifs de l'État, de l'Europe, des acteurs de la tech coïncident bien avec les nôtres. Évidemment, ce ne sera pas le cas sur la durée. Et c'est une perte de souveraineté. Alors bon, là on peut dire qu'on n'est pas forcément sur nos compétences clés, sauf peut-être si on est chauffeur de taxi. Mais qui suis-je socialement et professionnellement? Et qu'est-ce que je dois continuer à maîtriser impérativement pour rester maître de mon destin? Voilà une petite question à se poser au moment du café le matin ou juste avant de s'endormir. Un dernier exemple pour la route, un exemple de la manière dont on se rend dépendant de tiers qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que nous, et cela sur notre cœur de métier. Prenons les créateurs de contenu qui s'adressent à leur audience via YouTube ou TikTok et soudain l'algorithme change. Il y a moins de monde qui voit la vidéo, ils s'aperçoivent qu'entre leur audience et eux, il y a un acteur et il y a un algorithme qui fait ce qu'il veut. Et donc, qui fait d'eux ce qu'il veut. Allez, encore un dernier exemple, par gourmandise. Le World Economic Forum a récemment produit un article recommandant d'interdire les potagers domestiques pour des raisons écologiques. Comment ne pas y voir, de fait si ça devait arriver, un incroyable facteur de dépendance de la population vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Il y a quelques années, des législations étaient passées, puis heureusement elles ont été supprimées, interdisant à quelqu'un qui fait un potager de produire lui-même ses graines. Il faut en passer absolument par les semenciers. Bon voilà. Réflexion factuelle sur l'autonomie, la dépendance, la souveraineté personnelle, l'abus, à un moment où, à toute vitesse, les outils prennent la main sur l'artisan. L'artisan au service de son outil, dans une transition progressive relativement invisible et pourtant si essentielle pour l'avenir. Maintenant, troisième partie, les compétences de l'âme. Non, juste avant d'en arriver là, on va faire une transition, on va parler du langage. Le langage, ce truc avec lequel on formule toutes nos pensées. Ce réservoir de concepts, d'idées, de signifiants, ce réservoir de syntaxe et de temps, et donc de capacité à articuler des idées et une pensée précise entre hier et demain. L'IA, c'est le maître du langage. Il ne comprend que le langage. Pour une IA, il n'y a aucune différence entre une suite d'unités de langage et une autre suite d'unités de langage. Nous savons reconnaître une phrase scientifiquement intéressante, une profondeur poétique, ou bien simplement un babillement, simple enchaînement de syllabes. L'IA ne fait la différence entre ces trois suites de sons qu'en puisant dans un corpus écrit par nous, où nous avons fait la différence entre ces trois phrases. Par une compréhension simplement statistique, en marchant sur nos traces, parce que nous avons compris le sens, l'IA semble le comprendre. Si tous les écrits dans lesquels puisent les IA pour s'informer avaient été écrits par des IA, alors leur réponse ne voudrait rien dire. Ça tournerait en rond, ça plafonnerait au niveau du langage. Et nous sommes les maîtres du sens. Et je ne parle pas juste d'un sens rationnel, d'un esprit logique. Il y a un diapason en nous qui nous donne le sens du beau, le sens du vrai, le sens du juste, qui nous permet de comprendre si notre propre pensée, nos paroles, nos actions sont élevées ou basses. Élevées vibratoirement ou basses vibratoirement. À quel diapason elles se situent. C'est le diapason de notre âme. Je définis l'âme comme ce diapason intérieur qui nous permet de reconnaître la hauteur vibratoire à laquelle sont nos pensées, nos paroles et nos actions. Une pensée élevée vibratoirement, c'est par exemple une pensée d'amour et d'estime, un accueil chaleureux fait à l'autre, un éblouissement, un émerveillement lors d'une promenade dans la nature, devant le spectacle du vivant ou à la naissance d'un enfant. Une pensée vibratoirement basse, c'est un jugement, c'est une peur, une envie de blesser, un renoncement à soi-même comme « je n'en suis pas capable, je n'y arriverai jamais » ou « je ne vaux pas grand-chose ». Vous comprenez naturellement ce que je viens de dire.
Et c'est une compétence clé. C'est la meilleure définition opérationnelle de l'âme. C'est ça, ce diapason intuitif, qui nomme ce qui vibre haut et ce qui vibre bas. Qui nomme ce qui va dans un bon sens ou dans un mauvais sens pour nous, qui nous élève ou nous rabaisse. Notre âme, notre diapason intérieur, que l'on n'écoute pas toujours, et même souvent pas, mais qui est toujours là, qui ne peut pas ne pas être disponible, que rien ni personne ne peut nous ôter parce que c'est nous. On peut seulement l'oublier, on peut apprendre à ne pas l'écouter, on peut s'en couper totalement, on appelle ça un psychopathe. Il n'y a plus ce diapason dans ses actions et ses paroles sont fausses. Reconnaissez qui vous voulez. Et donc, il ne faut pas sous-traiter ce diapason de la pensée, de l'action noble et juste, de la beauté. On doit garder cette référence intérieure vivante. Et donc pour ça, la cultiver, c'est-à-dire cultiver notre oreille, notre capacité à l'écouter. Et si ce diapason est resté vivant en nous, ça se verra quand on pense, quand on parle, quand on agit. Et même au mouvement de notre corps. Ça se verra parce que rien de tout ça ne sera formaté. Ce sera authentiquement nous, notre façon unique d'être juste. Et la justesse, ça s'entend. Nous vivons une époque très normalisatrice. Le champ de la norme s'étend. Les outils technologiques mis en place pour imposer la norme sont de plus en plus puissants. Et on en arrive à une question bien de notre époque. Est-ce que nous sommes une machine biologique à câble, comme l'exprime Harari, le maître à penser du World Economic Forum, c'est-à-dire une pensée, une identité formatable par le marketing, dans un corps-objet, champ d'expérimentation pour les entreprises de biotechnologie? Ou bien, avons-nous une âme? Sommes-nous une âme dont il nous revient alors la responsabilité et le devoir de porter la voix unique dans le monde? La responsabilité de ne pas sous-traiter notre être. C'est une période fantastique pour cultiver notre discernement à tous ces niveaux-là, pour reconnaître et célébrer et écouter nos compétences clés d'êtres humains.